Bonjour. Sériebois, juste rapidement, combien de personnes connaissent Sériebois? Est-ce que vous pouvez lever la main? D'accord, ok. Si je dis le CSTB, le FCBA, il y en a plus, d'accord. Donc, rapidement, pour présenter Sériebois, qui est-ce qu'on est? On est un centre de ressources des industries du bois, donc on va dire un petit CSTB local. On n'est pas vraiment sur le même type de prestation parce que le CSTB sera plus sur des grosses structures. On va aller voir plus du petit menuisier, des petites structures, vraiment de, on va dire 5 à 15-20 salariés, c'est bien notre créneau. Mais si vous voulez nous comparer rapidement, qu'est-ce qu'on fait? On est comme eux. Derrière, on va être un prestataire technique pour toutes les entreprises de la filière bois, première et deuxième transformation. Première transformation, on va faire beaucoup d'accompagnement et de formation, que ce soit sur le PEFC par exemple, le marquage des bois, pour qu'il soit dit extrait dans de bonnes conditions, etc., qu'on ne dévaste pas la forêt. On va faire des études de mise en place de reconnaissance automatique des bois en scierie, ce genre de choses. Et derrière, en menuiserie, on va faire beaucoup d'études. On va le voir détailler un petit peu plus tard. Qui est-ce qu'on est? On est une association fiscalisée, mais une association quand même. On travaille dans toute la France, principalement pour des PME. Donc, dans la menuiserie, ce qui va nous intéresser le plus aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de la conception et de l'évolution de profils de menuiserie bois. Donc, le profil ici, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir des menuisiers qui décident de changer leur type d'outillage parce qu'ils ne le trouvent pas assez performant, pas assez, qui veulent avoir une qualité meilleure ou passer sur des vitrages plus performants. Ils viennent nous voir, on les aide. Derrière, on leur fait une validation par rapport à la norme, ce qui est important parce qu'ils ne la connaissent pas tous. Je ne suis pas sûr que tous les menuisiers ici puissent me citer les deux normes principales en fenêtre, qui est la 23305 et la 14351-1. C'est évident. Donc c'est un petit peu notre métier de connaître les normes de la menuiserie. Derrière, on va faire tout ce qui est mise en œuvre, conseil au niveau de la fabrication, implantation de chaînes, etc. Le process de finition, c'est quelque chose qui est en train d'arriver à grands pas. Faire de la menuiserie un produit fini pour que ça puisse durer le plus longtemps, pour derrière prendre le pas sur le PVC, l'alu, etc. Que la menuiserie soit protégée sur 2, 5, 10 ans, voire plus. C'est des choses aujourd'hui qui se font. Mais il ne faut pas y aller à l'aveuglette, voilà, il faut être accompagné. Derrière, des performances, donc il y a des choses qu'on fait en laboratoire, par exemple, donc là on a une petite photo du banc d'essai AEV où on va venir derrière simuler des rafales de vent, de pluie, ce genre de choses pour pouvoir classer la menuiserie. On va le détailler un petit peu après. Et puis le marquage CE, on fait de l'accompagnement là-dessus. Donc rapidement, le petit plan. Donc on va parler du contexte réglementaire en thermique, ça va être la partie un petit peu lourde. Après, gain et rénovation, en rénovation, performance thermique, performance acoustique, AEV, marquage CE, CPU, et le CPA. CPU, CPA, c'est à peu près la même chose, c'est contrôle de production en usine ou en atelier. Voilà. Donc, en thermique, la grosse règle, un gros bouquin comme ça, là, c'est la RT 2012. On va dire que la RT 2012 est par rapport aux précédentes beaucoup plus homogène. On va parler de bâtiments globaux, on aura une disparition des valeurs garde-fous. Avant, on disait, bon ben voilà, une menuiserie, il ne faut pas qu'elle dépasse tant. Un mur, il ne faut pas qu'il dépasse tant. Aujourd'hui, on a une pensée un petit peu plus globale, c'est l'enveloppe en général qui est prise en compte. On va essayer d'harmoniser les choses pour avoir quelque chose de plus homogène. Donc derrière, le but, c'est de tirer toute la filière du bâtiment, pas que le menuisier, mais aussi celui qui va faire les murs, que ce soit en ossature bois, le charpentier,
le maçon ou autre, tous vont devoir se coordonner parce qu'il n'y aura plus juste une note sur bêtement le mur ou bêtement la menuiserie. Ce qui fait appel à des bureaux d'études multiples et variés. Ce qui n'empêche, petit rappel juste pour les menuisiers, même s'il n'y a plus de valeur garde-fou, les seules valeurs qu'on peut vous demander aujourd'hui sont celles-là, que ce soit pour donc, la TVA à 5,5, les coprets, etc. C'est un UW de 1,3 et un SW de 0,3 ou, deuxième combinaison, un 1,7 et 0,36. Est-ce que les unités et les facteurs vous parlent ici? UW, SW? Bon. On va développer ça. Petite blagounette, la RT 2020, enfin c'est pas tant une blague que ça en fait. On parlera plus de consommation d'énergie, il faudra que le bâtiment il soit autogénérateur d'énergie. C'est pas une blague. Donc il faudra qu'il y ait des panneaux solaires, ce genre de choses, et il faudra évidemment qu'il soit extrêmement passif le bâtiment. C'est complètement une utopie parce que derrière, on voit très bien tous ceux qui font du chantier, qui font un petit peu de bâtiment, que la part de bâtiment passif est complètement dérisoire et que c'est absolument pas viable pour 2020. Mais c'est vers ça qu'ils veulent nous faire tendre. C'est le choc de simplification. Donc si on veut faire un petit listage rapidement des normes thermiques fenêtres, on ne va pas les ouvrir ici, mais c'est juste pour savoir si vous voulez un jour les lire. Pour les menuisiers, celles-là, les deux premières vont être assez importantes. C'est comme ça qu'on va calculer en fait la transmission à l'intérieur de la menuiserie, du profil même. Puis après, on va en avoir différentes sur les encadrements, sur les coffres de volets roulants. On a différentes méthodes, boîte chaude, suivant si on est en saillie ou pas. Bon. Derrière, toutes ces normes, ça nous permet de faire un calcul, celui-là, qui est en fait très simple. Non, c'est une grosse moyenne. Donc, tout à l'heure, on voyait le UW. Qu'est-ce que c'est? C'est le coefficient de transmission énergétique de la fenêtre. Combien est-ce qu'elle dépère? W parce que Windows. Voilà, si on est sur une porte, on sera sur un UD. Si on a un panneau, ça sera le UP comme panel. UG pour glace, merci. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. On va avoir le UF qui va être on va appeler ça frame, c'est de l'anglais, pour ossature, où on va calculer en fait juste le U du montant, de la traverse basse, du seuil, etc. En fait, ça va être toutes les petites parties d'ossature. Donc, le UW, celui de la fenêtre, c'est quoi? C'est la somme des UF fois leur R, plus le vitrage, une pondération par rapport à l'intercalaire, sur toutes les R. En gros, c'est une grosse moyenne des UF au prorata de leur utilisation dans la fenêtre. Donc plus vous aurez de vitrage, qui généralement a un coefficient meilleur que le bois, plus vous aurez de vitrage, meilleur vous aurez une bonne note. Est-ce que je me suis fait comprendre? Oui. Il n'y a pas que les menuisiers qui répondent, parce qu'eux sont à peu près au fait de comment ça se passe. Donc derrière, voici le type de PV qu'on peut éditer à série bois. Bon, on a mis série bois histoire de se faire de la pub. Voilà ce qu'on peut sortir. On a les UF qui sont listés, on a la note à la fin. On a le facteur solaire, tout à l'heure on en a parlé, le SW. C'est un petit peu plus compliqué comme calcul. Là, on ne va pas le détailler. On va prendre en fait en compte l'apport énergétique du soleil, la couleur de la menuiserie. Par exemple, si elle est noire, elle va plus absorber de l'énergie que si elle est blanche. Voilà. Donc c'est un calcul un petit peu plus savant. Et derrière, on va en sortir un facteur. Voilà, ça c'est rapidement, histoire de pouvoir vous montrer comment est-ce qu'on calcule les UF. On a un gros logiciel où on vient lui dire, voilà, ça c'est du bois, ça c'est de l'alu, ça c'est de l'air, ça c'est un panneau. Et il calcule tout ça. Donc c'est un calcul qui évidemment est extrêmement précis. Il y a des thermiciens, j'ai entendu dans la salle, ils pourront valider le fait que c'est pas si facile à faire. Gain en rénovation.
Si on veut regarder un petit peu les déperditions, faire un petit schéma, les menuiseries, on est là, 13%. On n'est pas les premiers à perdre, on n'est pas les derniers. Et en plus, nous, on a un apport par le fameux apport solaire. C'est une moyenne, hein, on est bien d'accord. D'où toujours la problématique, c'est pour ça que la pause, comme nous le disait tout à l'heure, j'ai oublié votre prénom, c'est toujours un petit peu délicat parce que nous, on ne déperd que 13%. Ben, si on n'isole pas les toitures ou si on ne s'occupe pas du reste, on ne va pas non plus vraiment changer beaucoup de choses. On aura un petit peu du confort qui sera amélioré parce que le canapé qui est devant la fenêtre, on aura moins cette pression de courant d'air. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va vraiment changer les choses. Si on veut regarder un petit peu en termes de chiffres, on va prendre la base d'une maison des années 70 avec 1 ou 2 niveaux, simple vitrage, chauffage au fioul ou au gaz, celle que tout le monde peut avoir chez les grands-parents. On lui met des nouvelles menuiseries avec un U, on va dire moyen. Derrière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut économiser en kilowatts d'énergie primaire par an 18 à 34 kilowatts d'énergie primaire par an. C'est non négligeable. En euros, ça fait à peu près ça. Et en CO2, pour ceux que ça parle, on est là-dessus. Dans le cadre d'une démarche où on ne change que les menuiseries. Seul, évidemment. L'intérêt serait plus d'avoir une démarche un petit peu plus globale où on va chercher à isoler les murs aussi, ce qui est rarement le cas dans ces maisons. On avait des maisons avec un mur en béton coulé et c'est tout. On n'avait pas spécialement d'isolant, un crépi à l'extérieur, mais c'est pas ça qui fait les choses. Donc là, l'idée, ça serait plus d'avoir une politique un petit peu plus globale. On pourrait revenir sur le dessin de tout à l'heure, isoler les combles, isoler les murs, changer les fenêtres, oui, mais c'est peut-être pas la priorité, c'est pas là où on a le plus de déperdition thermique. Mais c'est ce qui est le plus facile à faire et c'est ce qui, d'un point de vue, on va dire, ressenti, est le plus délicat dans le sens où quand on s'approche, on fait « Ah, on sent le froid qui rentre ». Tous les thermiciens ici diront « Bah non, c'est la chaleur qui s'en va, déjà ». Oui, je sais. Et en plus, c'est pas tant que ça, c'est juste parce qu'il y a c'est vrai, un petit courant d'air là où on est assis régulièrement à côté de la télé, mais c'est pas ça qui fait qu'on va vraiment améliorer à fond notre note thermique. Si on parle un petit peu plus des profils de fenêtres, alors pour ceux qui ne sont pas menuisiers, je vais faire on va parler d'épaisseur de fenêtre. Donc on parle bien ici de l'épaisseur de l'ouvrant ou du dormant. Souvent c'est la même. De façon traditionnelle c'est la même, mais on parle bien de cette épaisseur-là. Sur le profil en 48, qui est un petit peu en train de disparaître, c'est ce qu'on pourrait appeler le marché économique bas de gamme. Ça existe encore en France, mais c'est en train de disparaître. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dedans comme vitrage? Un 4-12-4, c'est pas terrible. Quelle note est-ce qu'on peut espérer avoir? Un UW de 1,6. Pour le crédit d'impôt, c'est vraiment limite. Sur une fenêtre, ça ira. Sur une porte-fenêtre, avec le seuil, on ne passera pas. C'est un profil qui tend à disparaître, mais qui est encore là. Notamment dans le sud. Il faut bien se rendre compte que la France est un carrefour de régions et de façons de faire qu'on retrouve un petit peu de partout en Europe. On va avoir dans le sud des maisons un petit peu plus latines. Dans le nord, ça sera autre chose. Et ils n'auront pas du tout, entre les deux, la même façon de faire. Vous allez vers Bordeaux, ils n'ont pas du tout les mêmes typologies de fenêtres. Dans l'ouest, par exemple, un mouton gueule de loup, ils aiment bien. C'est pas synonyme de vieilles fenêtres toutes pourries. Chez nous, c'est vrai que ça commence à être un petit peu has-been. Chaque région a ses traditions, chaque région a ses façons de faire. Et derrière, il y en a qui sont encore très attachés à certaines épaisseurs de profil ou à certaines façons de faire. Notamment, par exemple, je pense au rejet d'eau sur ouvrant, ce genre de choses qui ne sont pas obligatoires. On peut très bien avoir une fenêtre qui est performante sans rejet d'eau sur ouvrant.
si le profil est bien fait. Donc derrière, on va avoir le 58, enfin 58-60, hein, attention, c'est toujours des approximations. On va dire la famille des 58, qui va être le gros marché standard, qui va représenter presque la moitié de ce qui se fait en France. Derrière, le meilleur vitrage, le plus optimal, ça sera le 4-16-4. Là, pour le crédit d'impôt, on va être bien, on va être 1,4. Derrière, on va avoir le 68, où on va pouvoir dedans commencer à rentrer du triple vitrage, limite. C'est-à-dire que la part close, l'élément qui va venir fixer le vitrage, qui est mobile, qui est ici, là, qui est mobile et qui permet de fixer le vitrage, elle ne sera pas forcément bien fixée comme ce que dit la norme. Donc, derrière, on va pouvoir rentrer un 4-12-4-12-4, limite, à voir. Et on peut espérer ça comme performance. Et on se rend compte de quoi que ça ne vaut pas forcément le coup, parce que la marche entre les deux, en termes de performance, n'est pas très élevée. Par contre, en termes de coût, là, c'est autre chose. Donc, est-ce que ça vaut le coup de mettre un 68 en triple vitrage si c'est pour en plus ne pas avoir un vitrage optimal ? Derrière, on va avoir les 78-80. Donc là, on va avoir une utilisation de multiplis. C'est-à-dire que là, on peut être en bois massif. Là, on va être obligé d'utiliser des lamellés collés, en fait, des carrelés, pour ne pas avoir de déformation, mais ça marche très bien. Et derrière, le meilleur vitrage sera un 4-16-4-16-4. Et on commence à avoir des performances intéressantes. 1 watt par mètre carré par degré Kelvin, c'est intéressant. Pardon ? Alors, encore une fois, l'épaisseur, c'est celle-là. La dernière slide montrera au-delà de 80. Et ce n'est pas parce qu'on a des menuiseries qui sont très épaisses dans ce sens qu'elles sont forcément très hautes. Il nous arrive régulièrement de faire des études pour un client qui a des menuiseries qui font 125 dp. Mais elles sont même moins hautes que ça. Donc derrière, le soleil, il rentre encore mieux. C'est pas parce qu'on a des menuiseries qui sont épaisses qu'elles sont forcément hautes. La question, c'était plus l'apport calorifique par vitrage. Ah. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, on commence à voir apparaître sur les CCTP 3 facteurs. Le U, vous le connaissez, le S, W, le facteur solaire, et le TL, W, la transmission lumineuse. Parce que c'est facile de faire un vitrage super performant, mais si quand on regarde à travers, on voit tout vert comme dans un aquarium, c'est pas top. Faut quand même voir. Et puis derrière, en termes de chaleur ressentie et d'absorption, c'est quand même limite. C'est pour ça qu'on a ce troisième facteur qui peut venir pondérer un petit peu les choses pour dire c'est bien d'avoir des performances, mais il faut quand même qu'on voie encore à travers la fenêtre. Surtout sur les triples vitrages. Pardon ? Oui. Oui, bien sûr. Mais il y a des Allemands qui font encore mieux. Mais alors ça, c'est tout un débat sur comment est-ce qu'on fait pour poser une menuiserie en triple vitrage. C'est vrai que nous, dans nos laboratoires, quand on fait les tests, on a l'avantage d'avoir des robots. C'est très très pratique, mais on a toujours une petite pensée pour le poseur, parce qu'un ouvrant peut rapidement faire 100, 120, 130 kilos, c'est pas un souci. Ce qu'on a connu donc temps d'espérage et tous les organes de rotation sur un éventail de 100, 120 kilos. Alors, il existe des tests, donc il y a les tests AEV, air au vent, on va les détailler un petit peu, et il y a les tests mécaniques qui permettent de venir tester les organes de rotation. Il y a une slide un peu plus loin là-dessus,
J'en profite pour y répondre. Tout simplement, on va ouvrir la fenêtre, on va essayer de l'arracher dans tous les sens. Alors attention, c'est un test qui est normé, c'est chronométré, c'est mesuré au dixième de millimètre, il n'y a pas de souci. Il y a toute une procédure, mais on vient essayer d'arracher les organes de rotation. Il y a des tests de fatigue qui peuvent être faits pour voir si, au bout de 10 000 ouvertures, un ouvrant de 150 kg, il est toujours en place ou pas. Des fois, on a des surprises. C'est vrai qu'on se rend compte que quand on rentre un triple vitrage dans une fenêtre qui fait 88 mm, ça commence à faire des ouvrants qui pèsent un petit peu. On a intérêt à bien régler la quincaillerie au début. Et derrière, à ce qu'elle ne s'affaisse pas. C'est toute une recherche de quincaillerie en général pour le menuisier, parce qu'il va devoir derrière adapter quelque chose qui n'était plus, qui est plus très conventionnel. Et c'est sûr que le simple ferrage daubé, par exemple, ça devient un petit peu délicat. Parce qu'on n'a que 2 points de fixation, enfin 2-3 points de fixation. Un ferrage fiche peut être plus adapté, par exemple. Après, à voir au cas par cas. Hein. Donc voilà, pour terminer sur les épaisseurs, au-delà de 88 mm, on peut espérer avoir un U à 0,6, compris entre 0,6 et 1. Donc là, on a quelque chose qui est très, très, très performant. Faut-il encore qu'on le pose dans quelque chose qui aille avec? Parce que mettre une pièce neuve sur un vieux tissu, c'est pas top. C'est un petit peu pareil. Si on pose c'est pour ça que j'ai une petite pondération par rapport à... parce que derrière, il ne faut pas avoir de déperdition sur l'ensemble du bâtiment. C'est le type de menuiserie qui va bien pour, par exemple, du BBC, du Passive House, ce genre de choses. On va plus être sur de la rénovation, sur des menuiseries faciles à poser, du 58, du 68. Ça va être des menuiseries légères, faciles à monter dans les cages d'escalier, là où il n'y a pas d'ascenseur, dans les cages d'escalier qui tournent. Dans le Vieux-Lyon, je ne vous fais pas un dessin. Ouais, quand on arrive là-haut avec des fenêtres en chaîne, en général, on s'assied, on respire, et après on les pose. Voilà. Après, si vous voulez aller vers de la performance, sachez que ça existe, mais il faut que derrière, tout soit adapté. Ce n'est pas la peine de faire une super menuiserie si... vous avez dessus un coffre de volet roulant, vous avez ça d'épée en tôle, allez hop, comme ça c'est fait. C'est sûr que c'est un peu dommage, on va payer très cher des menuiseries pour pas grand-chose. 5 minutes? Okay. Donc voilà, là on a un petit récapitulatif juste pour voir que la marche se crée vraiment à partir du moment où on rentre le 4-16-4, 16-4 et où on commence à descendre dans des performances qui sont vraiment très basses. Après, autant rester en 58-68. Une petite slide sur l'intercalaire métallique ou à performance améliorée. Bien évidemment qu'il faut de la performance améliorée parce qu'on va avoir une intercalaire qui est isolante. Donc on voit bien le comparatif, on gagne facilement 0,1. L'affaiblissement acoustique, qu'est-ce que c'est ? C'est la diminution des bruits aériens. Donc là encore, j'appuie sur le aérien. Si on a des bruits qui se transmettent directement par les murs, la fenêtre, elle n'y pourra rien du tout. Typiquement, dans le Vieux-Lyon, on peut avoir les vieux bus qui démarrent en bas, là, au feu rouge, qui font vibrer tout le bâtiment. La fenêtre, elle n'y pourra rien. Donc la fenêtre, elle va être capable d'absorber les bruits aériens et derrière, tous les bruits en fait qui vont être indirects ou latérales, voire des bruits parasites, on a une goulotte, ce genre de choses, ça va être à réduire. Donc dans une pause, attention à essayer de garder la structure, éviter en fait, comme il existe des ponts thermiques, il existe aussi des ponts sonores, donc éviter de casser la structure du mur pour garder les mêmes couches. Par exemple, on peut avoir un placo avec de l'isolant placo, il faut essayer de garder la même structure jusqu'en bas et de ne pas se retrouver avec un manque à un endroit qui pourrait créer un affaiblissement. Une dépose totale serait préférentielle. Derrière, si on veut parler vraiment de la menuiserie seule,
Le nombre de joints n'a pas vraiment une influence. Au-delà de 2, c'est plus la mise en œuvre du joint. Est-ce qu'il est bien coupé dans les coins? Est-ce qu'il ne fait pas de bourrelet? Qui va faire la différence. Un petit peu comme à l'AEV. Et il est préférable d'avoir des vitrages asymétriques. Donc un 8-16-6 sera meilleur qu'un 6-16-6 parce que les deux n'auront pas la même résonance, donc ils ne vont pas absorber les mêmes vibrations. Les vitrages, évidemment, le plus épais possible. Les feuilletés sont préférables aux vitrages monolithiques, simples. Les essences lourdes sont préférables. Elles vont plus facilement absorber les vibrations. Et derrière, éviter évidemment les ponts sonores. Après, il existe des techniques spéciales pour les bruits routes, aéroports ou ce genre de choses. On ne rentrera pas trop dans le détail. Voilà, donc les coefficients, ce sont les RW ou RATR. Les performances qu'on peut demander en acoustique, c'est 27 à 40 dB. 40, on est déjà bien. Il faut que le bâti derrière y suive. En rénovation, 40 dB, ça va déjà être difficile. Pas pour la menuiserie, plus pour le bâti. Les performances AEV, on en entend beaucoup parler. Qu'est-ce que c'est? C'est la perméabilité à l'air, l'étanchéité à l'eau et la résistance au vent. Comment est-ce que ça se mesure? Sur un gros banc, on projette de la flotte, donc à une vitesse, avec un débit, etc. Tout est normé. Et derrière, on va mesurer par palier quand est-ce que la menuiserie fuit. Et on va avoir un classement, par exemple, ça c'est un classement de type AEV. Donc on va avoir la classe 3 à l'air, c'est bien. Donc 3 sur 4. À l'eau, 5 sur 7. B, c'est juste est-ce que la menuiserie est protégée par des tableaux ou en applique. Et derrière, on va avoir les classes de vent, en fait, où là, on va avoir la déformation derrière de la flèche. Les tests AEV sont une chose. Derrière, il faut qu'ils soient régulièrement suivis, par exemple par un contrôle de production en usine, j'en dirai 2 mots à la fin, ou par un marquage CE, ce genre de choses. Et ne sont faits que par des laboratoires accrédités COFRAC. Donc on va retrouver Séribois, évidemment, le CSTB, le FCBA, d'autres, etc., le CRIT. Voilà. La résistance mécanique, comme on en parlait tout à l'heure, derrière on va tester quoi? La force de manœuvre. Est-ce que c'est bien, elle est étanche, mais s'il faut forcer comme un sourd pour arriver à comprimer les 4 joints de la menuiserie, ça sert à rien, on l'ouvrira jamais. Donc on va venir mesurer les forces de manœuvre pour voir qu'on est dans une utilisation normale, voire de type PMR, que ça se manœuvre avec le petit doigt. Le contreventement, est-ce que avec le temps ça s'affaisse? La torsion statique, on la tord dans tous les sens. Est-ce que le vitrage va casser? Est-ce que les assemblages vont casser? Donc là on va tester l'ouvrant et le dormant. L'intérêt du test, c'est de valider toutes les quincailleries. Voilà. Comme on a pu tout à l'heure le dire. Le marquage CE, rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est la mise en conformité d'un produit vis-à-vis des spécifications techniques harmonisées manifestées par la position du marquage CE sur son produit, l'emballage ou le document d'accompagnement. Concrètement, c'est la petite étiquette qu'on retrouve à peu près de partout aujourd'hui, qui accompagne aussi bien l'électroménager que presque tout. La petite étiquette qui a cette forme, voilà, sur laquelle on va retrouver en fait les différentes caractéristiques de la fenêtre. Donc on va retrouver là la résistance au vent, au feu, etc. ou rien du tout. Le minimum à mettre sur le marquage CE, c'est la performance thermique. À savoir que le marquage CE est obligatoire pour tous les menuisiers qui fabriquent, mais qui ne posent pas. C'est-à-dire que si vous vendez à des poseurs, vous êtes obligé d'être CE. La date est passée depuis longtemps. C'est pas très très contraignant, c'est juste qu'il faut mettre quelques petits points. De contrôle dans sa fabrication, vérifier qu'on regarde bien l'hygrométrie, par exemple, des bois à l'entrée. C'est pas tout le monde le fait, mais personne ne le formalise. Voilà. Donc c'est pour ça que le marquage CE existe. Et réaliser des ETI,
C'est-à-dire des essais de type initiaux, ce sont des essais AEV, mécaniques, thermiques, ce genre de choses, ou faire du cascading. C'est-à-dire que mon fabricant d'outillage de fenêtres m'a dit qu'avec cet outillage, je pourrais obtenir telle performance. Je fais comme il me dit, donc derrière, je suis conforme. C'est un petit peu plus délicat parce que sur la menuiserie, on va plus avoir des problèmes de mise en œuvre que réellement de profil. Les outils qu'utilisent les menuisiers sont très souvent bons au niveau de la forme ici, de l'étanchéité, de la goutte d'eau, etc. On est bon. Par contre, derrière, les assemblages sont pas souvent bien collés, les joints sont mal coupés, les vitrages sont mal siliconés. Alors quand je dis mal siliconés, on s'entend, hein. Si on veut obtenir le maximum, vous prenez une épingle à nourrice, dans le silicone, vous faites juste une petite pique comme ça, au niveau du vitrage, ça suffira pour que l'eau rentre et pour qu'on n'obtienne pas la dernière classe. Quand je dis mal siliconé, c'est pas parfait, on s'entend. Donc on va être plus sur des petits détails de mise en œuvre que vraiment sur du profil. D'où l'intérêt de passer des essais de type initiaux, en fait, de passer en laboratoire avec sa menuiserie.